Ce qui plaît dans les yeux. D'abord, je suis né en Argentine et j'étais très heureuse en Argentine. Et c'est mon pays. C'est-à-dire, même si après j'ai vécu ailleurs, mais comment dire, je me sens argentin. Quand j'avais 9 ans, nous sommes partis d'Argentine pour aller en Israël. Et nous avons pris le bateau, parce qu'à ce moment-là, ça se faisait souvent en bateau. Et c'est la première fois, j'avais 9 ans d'âge, presque 9 ans, et c'est la première fois que j'ai vu la mer, que je voyais la mer, n'est-ce pas? Et moi j'étais habitué aux rivières, et aux fleuves, aux montagnes, je n'avais jamais vu la mer et ça ne me manquait pas du tout. Et d'ailleurs je croyais dans mes comme ça, imagination que la mer c'était un très grand fleuve quoi, avec de l'eau salée, mais je ne pouvais pas imaginer une autre forme d'étendue, disons, d'eau, qui ne soit pas un fleuve, qui ne soit pas une rivière. Bref, on a pris les bateaux et voilà, bon, et pour tout dire, je n'aime pas la mer depuis ce temps-là. Et bref, et donc on est allé en Israël et là tout d'un coup pour moi ça a été l'exil. C'est-à-dire que j'ai été exilé de mon pays, moi. Parce que mon pays, c'était l'Argentine, j'étais né là. J'étais très heureux, mes amis, ma famille. Et tout à coup, on est allé dans un autre pays qui était censé être ma patrie, mais c'était pas du tout ma patrie. Pour moi, c'est resté toujours un pays étranger. Bon, il y a l'histoire officielle et l'histoire officieuse. Bien sûr, comme toujours, il y a deux. Alors la version qui circule dans la famille et à laquelle ma mère tient mordicus, c'est que nous étions, eux, c'est-à-dire étaient sionistes, ils croyaient que les juifs doivent habiter le pays des juifs, et donc ils sont partis, bon, enfin on est tous partis, mais pour cette raison. Moi, ce qui me pose un peu problème, c'est qu'une année auparavant, ils avaient acheté une maison. Alors c'est très étrange d'acheter une maison et puis après partir, c'est très bizarre. Et une amie de la famille prétend que c'est pas du tout par sionisme, simplement parce que mon père avait été trouvé dans une liste noire, comme on dit, c'est-à-dire son nom figurait comme une des personnes à battre parce qu'il était censé être communiste, je ne sais quoi, pour des motifs politiques essentiellement. Et voilà, alors, je peux toujours demander à ma mère, et je l'ai fait d'ailleurs, mais elle tient toujours à sa version, elle ne changera jamais. Mon père, il a fallu qu'il refasse ses études, parce qu'il était notaire en Argentine. En Israël, ça n'existait pas, il faut être avocat d'abord, et ensuite, et on est arrivé dans un pays qui était le pays des juifs, mais où il fallait être un juif d'un type bien particulier. Il ne fallait pas être juif déjà, il fallait être israélien, c'est pas la même chose. Il fallait être fort, il fallait être courageux, il fallait être opiniâtre et je ne sais quoi. Alors d'abord on était à Beersheba, c'est un endroit, c'est le désert. Le désert, et dans le sud. Et il y avait un truc qui m'a plu là, c'est que j'étais avec des enfants de mon âge, parce qu'en Argentine, on m'avait fait sauter des classes et tout. Bon, il ne faut pas faire ça aux enfants, à mon avis. C'est mauvais, en soi. Sauf si, par ailleurs, l'enfant est comme tout le monde, et qu'il n'y a que ça. Oui. Bon. Mais on disait, cet enfant, il est trop intelligent, je sais quoi. Bon, on sautait des classes. Mais en Israël, on m'a remis à ma propre classe d'âge. Ça, c'était bien. J'adorais ça. Oui, c'est vrai, même physiquement, j'étais comme tout le monde, je pouvais me battre avec tout le monde, c'est très bien. Et comment dire, les copines avaient mon âge et tout, c'était vraiment bien. Après, on m'a fait le même coup. On est parti là-bas, de Beersheba, c'est-à-dire là, c'est un endroit d'immigrés qui viennent d'arriver. Après, mes parents avaient acheté une maison sur plan, un endroit près de Tel Aviv, un endroit très chic, très huppé comme ça. Mais à l'époque, les gens qui avaient de l'argent pour acheter ça étaient des militaires en Israël, des hauts gradés ou des hauts fonctionnaires ou je ne sais quoi. Alors on est allé là-bas, eux hauts fonctionnaires, militaires de rang, et nous des immigrés. Mon père devait refaire ses études, donc on vivait sur un pied bien modeste, et bien entendu très différent de ces gens-là. Et en plus, on m'a refait le même coup. On m'a dit, ce type-là, cet enfant, il vient d'arriver, il est déjà le meilleur de la classe et tout. On peut pas, je veux dire, il faut le punir. Il faut le punir. Tu es intelligent, voilà, tu es génial, et ben on va te punir, on va te faire sauter une classe. Tu verras, tu vas payer pour ton intelligence.
Voilà. Alors on m'a fait sauter une classe, et là c'était la catastrophe, parce que les autres, ils avaient une tête de plus que moi. Je ne dis pas, à cet âge-là, les enfants, ça castagne, c'est la seule chose qui compte, c'est tout, le reste ne compte pas. Et plus tard, un peu plus tard, quand les filles commencent à se développer et tout, moi j'avais pas les yeux dans ma poche. Hein? Mais pour elles, j'étais transparent, je n'existais pas. Alors ça, c'est une frustration que ça m'a pris des dizaines d'années de la... Maintenant, je conçois que ça va, je suis un bon garçon et tout, c'est bon. Mais c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Hein? Alors, donc, ça veut dire que dans le pays des Juifs, j'étais vraiment pas dans mon assiette. Et tout juif que je suis. Et d'ailleurs parce que je suis juif, parce que je ne suis pas israélien, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est le pays des Sabras. Les gens qui sont nés ici, là-bas, donc, c'est-à-dire, on les appelle Sabras. Sabras, c'est le mot qui signifie cactus. Pourquoi? Parce que les cactus, la figue des barbaries, les fruits du cactus, il est épineux à l'extérieur et sucré à l'intérieur. Moi, jusqu'ici, je cherche l'aspect sucré. Moi, je n'ai vu que l'épineux dans tout ça. Et à mon avis, ces fruits-là, la comparaison n'est pas bonne. Parce qu'ils ne sont pas plus sucrés à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. Bon, ils sont évidemment comme tout le monde, mais je vais dire, la mythologie du sabra, je ne l'ai jamais intégrée. Et je respecte beaucoup, bien sûr. Je veux dire, chacun a le droit d'être comme il est. Mais laissons les cactus être un cactus, et la poire être les poiriers être un poirier, les noyers être un noyer. Pourquoi les noyers doivent-ils se déguiser en cactus? Voilà. Mais ça prend du temps, ça prend toute une vie peut-être. Enfin, moi, maintenant, chez nous, on dit jusqu'à 120 ans. Moi, j'ai exactement bientôt la moitié de cet âge. Je suis à la moitié de ma vie, alors. Donc, puisque je ne vais avoir que 60 ans. C'est la moitié. Et donc, finalement, je m'assume comme je suis. J'ai vécu en Israël, disons, entre l'âge de 9 ans et 21 ans. À 21 ans, je suis retourné en Argentine. Et ma famille là-bas, d'ailleurs, a exprimé comment dire, on appelle ça une sainte horreur devant la perspective que je puisse retourner. Ben oui, parce qu'un juif qui part en Israël, il fait les voyages, je vais dire, voilà, que tout le monde aimerait faire. Et tout le monde se défoule se vit à travers celui qui fait ces voyages-là. Les gens ici à Paris ou ailleurs qui vous parlent des sionisme et tout, c'est magnifique, Paris pour parler, il n'y a rien de mieux que Paris pour parler du sionisme, à condition que c'est les autres qui le fassent. Et ben nous on l'a fait. Et ben croyez-moi, voilà, j'ai fait des gros efforts vraiment pour être dans la norme, mais je ne suis pas dans la norme et je m'en fous maintenant d'être dans la norme. Et c'est tout. Et je ne suis ni les cow-boys de je ne sais qui, je fais la guerre, je suis sergent premier d'artillerie et tout, mais je ne suis pas le prototype du soldat ou du je ne sais quoi, ou du parachutiste. Tout ça me chagrine et me heurte au plus haut point. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles je suis en France, c'est parce que je ne veux pas que mes enfants soient comme ça. Et je m'en fiche que mon fils soit pilote de chasse ou commando ou je ne sais quoi. Je ne veux pas du tout qu'il fasse ni la guerre ni rien du tout. Israël est un pays très européanisé, bien qu'il y ait une forte influence des États-Unis actuellement, mais l'influence, comment dirais-je, dans l'imaginaire, les standards sont quelque part européens. Et j'allais dire même européens d'avant-guerre, c'est-à-dire européens, la culture, enfin pas la culture, l'efficacité, appelons ça l'efficacité, pas la culture, l'efficacité. Il faut être efficace, il faut être, bon. Et donc, et ça a des côtés positifs, parce qu'à la fac, je suis allé à la faculté à Jérusalem, c'est vraiment excellent. Je suis vraiment très heureux du niveau et d'avoir pu acquérir des connaissances qu'ailleurs je n'aurais pas pu. Mais la France, quelque part, elle est la bonne... bon, déjà, on parle français, et ça c'est bien. Le français, c'est... Je ne vais pas caricaturer, je ne vais pas dire que le français c'est un espagnol mal prononcé, mais bon, c'est très proche de l'espagnol. Alors je me sens à l'aise. Si je devais aller aux États-Unis, parce que beaucoup de gens font leurs études, on sait quoi, mais l'anglais, j'écris un livre maintenant, je l'écris en anglais. C'est bon, je connais l'anglais, je même enseigne l'anglais à l'Université de Lyon. Mais c'est pas ma langue. Alors que le français, ça résonne, puisque ma langue c'est l'espagnol, ça ressemble beaucoup. Et ensuite, la France, elle est quand même une bonne synthèse entre l'efficacité
et l'imagination, on va dire, l'efficacité et le plaisir. C'est un compromis qui est tout de même assez bien réussi. Et pour tout vous dire, après la guerre des 6 jours, en Israël, ils ont conçu une espèce d'amour déçu pour la France. C'est-à-dire la déception a pris le pas sur l'amour, parce que De Gaulle a décrété l'embargo sur les armes, tout ça. Et alors, ils en veulent à la France, quoi. Mais ils lui en veulent de façon où on veut à une femme qui vous a quitté. C'est ça. C'est pas, je vais dire, une femme qui est comme ça, on s'en fout, c'est pas, bon, on s'en fiche, ça pour une femme. Mais une femme que vous aimez, mais qui ne vous aime pas, ça fait mal, quoi. Et alors, la France, ils admirent la France, quelque part, mais ils ont du mal à l'avouer. Ils savent que la France est un grand pays de culture, et que la France, en plus, a fourni à Israël les armes pour gagner la guerre des 6 jours, et que, non seulement ça, mais beaucoup plus loin, on prête à Israël la possession de la bombe atomique, eh bien cette bombe atomique-là, elle est, si elle existe, elle est de provenance française. Et ça, personne ne l'oublie. C'est-à-dire qu'Israël doit, s'il a une police d'assurance, à tout risque, c'est grâce à la France. Alors là, ils le savent, et ça leur fait encore beaucoup plus mal, parce qu'on n'a pas envie d'être reconnaissant à quelqu'un qui ne nous aime pas, mais on est bien obligé, quoi. Et puis, s'il nous a donné la bombe atomique, c'est qu'il nous aime quand même. Alors ça veut dire, peut-être que je suis venu en France pour ça. Comme a dit Chevènement un jour, il a dit j'ai ressuscité uniquement pour vous emmerder. Alors, peut-être que je suis venu en France pour les emmerder. Vous n'aimez pas la France, et ben moi je vais en France. Je vous emmerde. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Alors, vous comprenez donc parce que c'est quand même c'est un pays quand même assez particulier, la France. Oui. On fait du vin les meilleurs au monde, et en même temps, on fait des missiles de longue portée, on fait des rafales, on fait des choses, des EPR, des réacteurs. C'est-à-dire, on fait l'art impressionniste, et avec ça, la France a les médailles Fields en mathématiques, vraiment, je veux dire, presque autant que l'Union soviétique, enfin, ou la Russie actuellement, et les États-Unis. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont, non pas contradictoires, mais complémentaires, et que n'existaient pas dans d'autres pays. Et c'est quand même c'est un pays vraiment très, c'est un pays très agricole ici. Moi, j'adore la campagne, parce que je viens de la campagne, moi en Argentine. Et avec ça, c'est des industries de pointe. C'est que la France m'a toujours fait rêver. Alors que les États-Unis ne m'ont jamais fait rêver. Mon père, quand j'étais petit, il me prenait par l'aéroport dans notre ville, Córdoba, il disait, voilà, regarde, ça c'est une caravelle, c'est un avion français. Bon, dans ma tête d'enfant, ça fait son truc. Et avant de venir en France, j'ai lu le livre qui s'appelle 93 de Victor Hugo. J'ai adoré ça. Et l'espagnol que nous parlons était mal vu là-bas. C'est encore une fois le tirement. Mais le français était très. Alors, il y avait des cours de français à l'école et ensuite au lycée. Et j'ai pris on avait une option. J'ai pris cette option-là et un jour, à la fin de la dernière classe du collège, on m'a la professeure a dit comme ça devant toute la classe, voilà, l'ambassade de France, la France nous envoie des livres comme prix d'excellence, et toi, il m'a nommé, moi, voilà, tu as le premier prix. Ça alors, j'avais jamais, ni avant ni après d'ailleurs, reçu aucun prix. Et ça m'a vraiment touché. Mais le fait que ces pays donc, aient estimé bon et important de, disons, distinguer quelqu'un qui a pris la peine de bien apprendre sa langue, ça c'est bien. Je trouve que c'est bien. En tout cas, moi, ça m'a touché. Et après, il y a une autre raison encore. C'est que, comme je vous ai dit, j'avais développé une timidité vraiment maladive. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas timide de nature, mais j'avais développé comme une armure. La timidité, c'est une armure, ce n'est rien d'autre. Parce que la timidité et l'orgueil, c'est la même chose. Bon. Alors, un jour, j'ai un copain qui me dit qu'il aime aussi beaucoup la France, qui vient ici assez souvent, un Israélien. Il me dit, écoute, j'ai un livre, j'ai lu un livre, tu devrais le lire. J'ai lu ce livre et c'était quelque chose. Ce livre s'appelle Deux hommes, par Georges Duhamel. Et ça commence comme ça. Il y a une scène qui se passe, place de la Concorde. Place de la Concorde, une pluie battante, plein hiver, nuit noire, d'accord. Il y a des gens, des voitures.
Alors il y a une jeune dame qui attend là, et puis il y a un jeune homme qui arrive, qui s'approche d'elle, et elle dit Philippe. Et il dit oui. Et ils s'enlacent, ils s'embrassent, etc. Il s'ensuit une nuit d'amour terrible. Et puis le lecteur comprend petit à petit que ce n'était pas le bon Philippe, c'est-à-dire qu'il ne la connaissait pas et elle ne le connaissait pas du tout. Et il se trouve qu'il s'appelait Philippe. Elle croyait que c'était, mais c'était pas lui. Mais comme ils se sont plu, alors ils se sont débrouillés pour ne pas, disons, révéler. Et puis à un moment donné, elle trouve même le moyen détourné de lui dire son prénom, parce qu'évidemment, elle ne connaissait même pas son prénom. Il dit, oui, tu sais, une amie m'a parlé de cette telle chose, il m'a dit, oui, tu sais, Clémentine. Alors lui, il comprend qu'il s'appelle Clémentine, c'est bon. Bref. Alors moi, je me suis dit, un pays où des parfaits inconnus peuvent faire l'amour juste parce qu'ils se plaisent, mais c'est là que je dois aller. C'est là que je vais trouver l'âme sœur. Et oui, ça s'est passé comme ça. Et pour tout vous dire, il m'a fallu juste quelques soirées. J'ai trouvé assez vite. Ici, quelqu'un qui aime la culture, qui aime la littérature, qui est un peu, et voilà, qui n'a pas oublié de dire merci, au revoir et tout, il est apprécié, et voilà, bon, y compris par le sexe opposé, et néanmoins complémentaire. Et donc, c'est bien, je veux dire, c'est très important. Voilà, quoi. Moi je suis un romantique, alors c'est bien pour moi. Moi je ne peux pas vivre sans amour, honnêtement, oui, c'est comme ça. Hein. Voilà, chacun sa tare. Voilà, nous avons tous de l'amour en nous, et nous avons tous du désir, et nous avons tous l'envie de donner, et de recevoir, et d'échanger au fond. Et il faut, disons, trouver les contextes qui nous permettent de nous épanouir, je pense, oui. Les livres, les films, les œuvres d'art, les Louvres, je sais pas, la victoire de Samota, tout ce que vous voulez, ça a une influence réelle. Ce n'est pas un monde comme ça, disons, idéal ou idéalisé, qui n'a pas de lien avec la réalité. Ça a une influence réelle, ça a une existence réelle. Et oui, je pense que des gens peuvent être influencés par beaucoup de choses, y compris par les œuvres d'art. Je suis influencé aussi par je vais vous dire, par les fleuves. Les fleuves, moi, entre la figure du fleuve et de la rivière, c'est incroyable. C'est quelque chose qui me rend heureux, quoi. Voilà. Et en Argentine, nous avons un fleuve, le Paraná, qui, par endroit, il est large de 5 kilomètres. Ouais, on voit très peu l'autre rive. Et ça me donne une sérénité, ça me donne c'est la nature, quoi, qui est majestueuse. Quelque part, je me sens, moi, comme un fleuve, comme un... Voilà, je m'identifie avec les fleuves, avec les rivières, avec tout ce qui coule, tout ce qui est liquide, qui est dynamique, qui en même temps qui n'est pas agressif, quoi. La mer, c'est agressif. La mer, les vagues, tout ça, c'est très agressif. Il y a des Indiens qui s'appellent Pilaga, et dans leur langue, les mots pour les gens et pour les animaux est le même mot. C'est-à-dire, oui. Alors, il ne faut pas traduire par animaux ou par des gens, souvent, mais par des êtres. Ce sont des êtres. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur les animaux en Israël. Ça les intéresse beaucoup, l'animal. Hein. Et dites-moi, cet être-là, ils ont parlé, ils connaissent la Bible, ils ont été évangélisés. Et alors, cet être qu'on appelle les chameaux, comment sont ses pattes et cet autre être, hein, et nous autres, les êtres que nous sommes, c'est-à-dire il y a une continuité entre tout ça, pour eux. Et pour eux aussi, et en tout cas pour moi, il y a aussi une continuité avec les phénomènes naturels qui ne sont pas nécessairement animés de vie, mais qui portent la vie en eux. Le fleuve est un être animé dans ce sens qu'il y a beaucoup de vie dedans, qu'il est dynamique. Alors évidemment, ce n'est pas exactement comme une plante ou un animal, mais pour moi, c'est un être vivant. C'est un être vivant. Et c'est, voilà. Alors, en Israël, il n'y a pas de fleuves. Ça me manque beaucoup, honnêtement. Il
Il y a seulement les fleuves qui s'appellent Jourdain, qui a un ruisseau, bon, un gros ruisseau, quoi, hein, c'est rien du tout. Voilà. C'est-à-dire qu'Israël, c'est comme un département français, ou comme disons une région française d'avant, disons ça fait quoi, 20 000 km². La moitié c'est du désert, et voilà quoi. Et moi, bon, les gens aiment beaucoup, oui, le désert, c'est sympathique une demi-heure, mais après, attends, hein, vivre là-bas, c'est pas. Oui, c'est autre chose. Non, et voilà. Et j'ai pas en connaissance des causes, j'ai vécu dans les déserts, et j'ai marché dans tout ce qu'on veut. Et j'aime toujours pas, c'est pas ma nature, moi, c'est pas ça. Moi, j'aime des fleurs. Chez les Indiens en Argentine, j'ai trouvé ce qu'on appelle la deixis, le fait de montrer les choses. Après, je me suis dit, mais si dans leur langue c'est si important, peut-être qu'en français c'est pas aussi simple. Et je me suis aperçu que c'est peut-être ça l'origine du langage, et qu'en tout cas, l'origine du langage peut être trouvée, et que c'est lié à l'évolution, on va dire. Je suis arrivé à la conclusion que le langage a émergé chez l'homme comme une stratégie de survie. C'est-à-dire que l'homme, il faut voir que l'homme, à un moment donné, il devient bipédal, il est bon, d'accord, il est vertical, bipédal. Alors, d'une part, les mains sont libres, ça c'est magnifique, parce que ça lui permet de fabriquer des objets, manipuler des objets, mais ça lui permet aussi de montrer avec les mains. Ça, c'est essentiel. Un enfant, même, vous regardez un enfant, ce qu'il fait, il montre. À chaque fois que je vois un bébé comme ça, je me suis dit, mon vieux, tu démontres ma thèse, merci, merci. Tous les enfants, je les embrasse. C'est magnifique, ils démontrent ce que je dis, avec les doigts. Et alors, donc, et pourquoi ils ont développé ça? Nos ancêtres, disons, primates supérieurs, parce qu'une fois qu'ils étaient descendus des arbres, ils ont acquis la position bipédale, alors très jolie, manipulée tout et tout, mais si un tigre, un lion, n'importe ou un loup, il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus monter aux arbres. Il a oublié de monter aux arbres. Ses bras ne sont plus les bras d'un orang-outan. Il est frêle, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se défendre? Il va avertir son copain pour que le copain l'avertisse à son tour. Et c'est ça le début du langage, pour moi. C'est-à-dire c'est une stratégie de survie. Et ceux qui n'ont pas utilisé cette stratégie de survie, eh ben, ils ont été mangés. Et ils ne sont plus là pour raconter l'histoire. Mais moi, je descends de ceux qui l'ont utilisé. Et donc, je raconte l'histoire. C'est-à-dire, c'est mes ancêtres. Les ancêtres n'étaient pas seulement Moïse, Abraham et tout, mais c'était les singes là. C'est ça. C'était... À la fin des années 80, début des années 90, et déjà à l'époque, c'est à peine s'ils ne m'assassinaient pas, hein, c'était tous les grands pontes. Oui. J'ai écrit à un type aux États-Unis que j'estime beaucoup, un linguiste là-bas. Il m'a répondu, en France on peut dire n'importe quoi. Et 10 ans, Et 10 ans après, il a écrit un livre sur ma théorie à moi. Je dis, attends, il y a un problème là. Et donc, mais j'ai été rassuré à un moment donné parce que la Société linguistique de Paris, qui est comme un organisme, disons, l'équivalent, si vous voulez, de la Société psychanalytique ou autre, suite à ma thèse, ils ont aboli l'article qui interdisait de communiquer sur l'origine du langage, c'est-à-dire de faire des conférences là-dessus. Parce qu'au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et puis l'origine du langage était une marotte que l'on traitait sous forme mythologique ou fantaisiste ou je ne sais quelle imagination. Bon. Et donc, ils ont mis un article dans leur truc qui interdit carrément, vous parlez du subjonctif de la deuxième personne optatif en sanskrit, mais vous ne pouvez pas parler de l'origine du langage. Ils n'acceptent pas. Et quand j'ai fait ma thèse, eh ben, ils ont aboli cet article, ils ont aboli l'interdiction. Ça veut dire qu'ils ont accepté mon point de vue. Voilà. Mais il y avait encore des gens qui... moi j'étais dans mon jury avec Claude Agege, qui est un ami, qui est désormais... Bon. Alors il était circonspect, il était assez... comment dire, peut-être clairvoyant pour ne pas dire non, mais il n'a pas dit oui non plus. Il a dit, bon, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Alors que pour moi, c'était clair comme le rôle. Il y avait un autre monsieur, Bernard Potier, qui aujourd'hui a 94 ans, et qui, à l'époque, donc en 93, il était très favorable. C'était un type, c'est toujours un type formidable, c'est-à-dire, contrairement à ce que l'on croit à l'image du Sorbonnard,
Et il avait une vue, un esprit qui était prêt à accepter la nouveauté. Voilà. J'étais un peu impressionné par ma propre théorie, dans le sens où ça renverse la perspective. C'est-à-dire que ce n'est pas la grammaire qui est au centre, c'est la communication qui est au centre. La grammaire, c'est un mécanisme qui permet, disons, certaines choses, de rendre les communications plus efficaces. Mais ce n'est pas ça qui importe. C'est-à-dire, c'est comme la Terre, c'est-à-dire, avant, ils croyaient que le Soleil tournait autour de la Terre. Mais non, il ne tourne pas autour de la Terre. Et ben voilà, la langue, elle ne tourne pas autour de la grammaire. C'est la grammaire qui tourne autour. C'est tout. La grammaire est secondaire par tout ça. Mon histoire a fait que je m'étais recroquevillé sur mes côtés intellectuels. C'est un cercle vicieux. Plus on est recroquevillé, plus on s'investit dans un seul truc. Et ce truc-là, plus on est excellent dans ça, plus on est isolé, plus on est isolé, plus on sait. Et c'est ça, quoi. J'étais comme ça. Mon doctorat, il est en linguistique. L'araméen, j'ai fait en Israël quand j'ai appris l'araméen ancien et l'araméen moderne. Et ici, on m'a demandé que j'enseigne l'araméen moderne. C'est une langue qui est très proche de l'hébreu. C'est comme le français par rapport à l'espagnol. Je veux dire, c'est vraiment... Pour un linguiste, c'est toujours sympathique de trouver des correspondances. La soudure, parce que c'est véritablement une soudure qui s'est opérée entre cette discipline, dans tous les sens du mot, et ma modeste personne. Ça s'est produit, je vais vous dire, au moment de la guerre du Liban, celle que j'ai vécue en tant que soldat. J'en ai vécu d'autres en tant que civil, mais celle-là, je l'ai vécue en tant que militaire. Eh bien, donc, il se trouve que je devais, passer mes examens au mois d'août, je ne sais plus, oui, d'octobre, d'ailleurs, d'octobre 82. Et entre-temps, donc, j'étais mobilisé pour participer à la guerre du Liban. Et donc, j'avais avec moi tous les livres que j'avais prévus pour préparer mes examens, je les ai amenés avec moi. Et donc, le soir, ou même assez tard dans la nuit, et je potassais ces livres, et ça me permettait de m'extraire, n'est-ce pas, de cet univers. Bon, cet univers violent. Et ces livres de grammaire et de linguistique et de langues diverses et variées m'ont montré quel était là le parcours et quels étaient les incidents du parcours. Mon parcours était celui d'un linguiste, étudiant en linguistique à cette époque-là. Et les incidents du parcours, c'est tout la guerre, c'était un incident de parcours. Il se trouve que j'étais par ailleurs sous-officier d'artillerie et qu'il y a un flottement, ou si vous voulez, il y a un doute, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment. Et bien ma nature profonde, grâce à tous ces livres que j'avais apportés, c'était la nature d'un linguiste qui faisait la guerre et non pas d'un militaire qui faisait la linguistique. Voilà. Et après cela, donc je suis rentré chez moi et bon, évidemment, dans circonstances pareilles, on perd des gens qui, eux, les pauvres, ils perdent la vie. Nous, notre perte est moins grave que la leur, naturellement. Mais donc il y a un ami à moi qui est mort le vendredi, juste au début de la guerre. Donc ça a commencé entre les 4 et les 5, et lui il est mort le 10. Et après, mon père aussi est décédé, parce qu'il avait 3 enfants à la guerre. Nous avions vécu déjà la guerre des 6 jours. J'avais 10 ans, bon, on creusait les tranchées, et puis après à Kippour, c'était autre chose, ainsi de suite, mais on était à l'époque tous des civils. Mais la guerre du Liban en 82, on était tous, on était 3 sur les 4, on était militaires. Et ce monsieur qui était mon père était assez perturbé, quoi. J'avais ce qu'on appelle ici, dans un autre contexte, on appelle ça la haine. Moi, j'avais la haine du monde entier. J'avais la haine des Arabes et des Juifs et des Libanais, d'Aric Sharon et de tout le monde. J'ai détesté le monde entier. Et c'était comme un cancer, c'est-à-dire que la haine, elle est aussi forte que l'amour. Ça vous mange, ça vous occupe toute la journée. Mais c'est pas bon. Contrairement à l'amour, c'est vraiment pas bon. Et donc, il faut couper. Et alors, on ne peut pas couper son cerveau, mais on peut se couper de l'endroit, disons, de la circonstance spatio-temporelle. Je me suis mis à faire du sanskrit comme une planche de salut. Ce n'était plus
simplement une langue que j'étudiais, mais c'était vraiment une façon de continuer à vivre, quoi. C'était ma façon à moi d'être moi, encore une fois, et de garder mon intégrité mentale, mon équilibre. Ça m'a décidé dans ma démarche, puisque la linguistique m'avait sauvé la vie, dans un sens, en tout cas la vie psychique, eh bien, c'est ça que je devais faire dans la vie. Une autre chose encore qui m'a permis de garder mon équilibre, c'était, je sais que c'est très banal et c'est peut-être un gros mot, mais ça s'appelle l'amour. L'amour et la recherche linguistique m'ont permis de redevenir moi-même. Hein. Ce qui est un péril à ce moment-là, c'est le corps. D'autres personnes veulent anéantir votre corps, pas autre chose. Et vous, par voie de conséquence, vous voulez anéantir le leur. C'est tout simple. Par ricochet, votre âme, elle ne sort pas indemne. Mais il y a moyen de la préserver. Et le moyen de la préserver, c'est de revenir aux sources vraiment de ce dont vous êtes constitué, d'amour et de curiosité, disons. Hein. La guerre, c'est l'échec du langage. Moi, je suis linguiste, et la guerre, c'est l'échec du langage. La guerre, c'est là où le langage s'arrête, où les dialogues s'arrêtent, et on devient des chiens. Alors pour moi, le langage, c'est vraiment la preuve que le dialogue, la coopération, l'entente est plus efficace et n'est pas seulement moralement supérieure, elle est plus efficace que la confrontation. Parce que la confrontation, ça détruit, alors que la coopération, ça construit. Et donc, et voilà pourquoi les gens se sont dotés, à mon sens, du langage. Enfin, entendons-nous, non pas les gens, les primates supérieurs, qui avaient acquis la position bipédale et qui tout à coup se sont retrouvés sans défense vis-à-vis des fauves qui étaient plus forts qu'eux, et étant donné qu'ils étaient en station debout, ils ne pouvaient plus grimper aux arbres aussi agilement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen pour se préserver? Eh bien, c'est le langage. C'est-à-dire qu'encore une fois, la coopération, le dialogue, a sauvé l'espèce humaine, a permis à l'espèce humaine de devenir humaine. Et devenir humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir dialogante. Suite à Maturana, il y a un chercheur chilien, qui est aujourd'hui âgé de disons 88 ans, qui a créé le terme de languaging. Nous ne sommes pas speakers ou hearers, comme on voit dans d'autres. Nous sommes the languaging species. Nous sommes l'espèce qui langage, c'est-à-dire nous vivons par les dialogues. Le langage est en effet c'est une arme de construction massive. C'est ça. Quand il y a eu la guerre du Golfe en 1991, j'étais déjà en France, mais je ne trouvais pas qu'il y avait autre chose à faire que d'aller rentrer là-bas, puis me rendre chez mon commandant à l'armée, dire voilà, je suis là, ce que j'ai fait d'ailleurs, et j'ai reçu mon affectation et tout. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Le tout, c'est de se réconcilier tout ça. On a beaucoup de fonctions à remplir, et beaucoup de cases, et beaucoup dans sa tête, et il faut tout harmoniser. Alors ça m'a pris la moitié de la vie. Nous baignons dans le langage, nous baignons dans la coopération. Évidemment qu'il y a des guerres, il y a tout ça, mais chez les animaux, il n'y a que ça. Et chez nous, non. C'est-à-dire, chez les animaux, c'est la lutte pour la survie. Alors que les animaux, ils ne communiquent que dans des buts bien précis. De se nourrir, ou se défendre, ou se reproduire. Et ben nous, non. Si vous voulez, on peut dire que nous, on se reproduit toute l'année, et puis nous, on a des relations, même pas seulement dans le but de se reproduire. La collaboration elle-même, qu'est-ce qu'on appelle l'amour, ou je ne sais pas moi, ou le sexe, ou ce que vous voulez, c'est propre à l'homme, quoi. C'est propre à l'homme. Alors, on peut pas supposer qu'il n'y a pas de lien entre tout ça. Il y a plusieurs choses qui nous distinguent des autres animaux, et nous sommes les seuls animaux, par exemple, qui nous occupons non seulement de notre progéniture, mais même de nos ancêtres.
Ça, les animaux, ils ne le font pas, les autres animaux. C'est-à-dire, nous sommes des gens très bien. Nous sommes des animaux bien. Je travaille à l'INALCO une fois par semaine. Je donne des cours d'araméen moderne. Alors, c'est un institut en France, c'est universitaire, c'est une université qui permet d'étudier un nombre magnifique, un nombre vraiment très très important de langues, une centaine de langues. Si vous voulez apprendre l'araméen moderne, ou les quechua, ou les peul, ou les wolof, ou l'amharique, c'est là qu'il faut aller. C'est magnifique. Je parle arabe, un peu, pas beaucoup, mais assez pour admirer, si on peut dire, la langue arabe, la grammaire arabe, et donc, par la même occasion, ceux qui la parlent, parce que quand même, ce sont des gens très intelligents pour parler une langue comme ça, et pour avoir fait c'est très complexe, c'est une mécanique très complexe. Et leurs études, leurs livres, leur grammaire, donc, si vous voulez, leurs études grammaticales du Moyen-Âge occidental, mais pour eux, c'est les premiers siècles de l'Égypte. C'est épatant. Voilà quoi. C'est épatant. Donc on ne peut pas mépriser des gens comme ça. Je suis assez navré de voir que ces géants de la pensée et des arts sont dans l'analphabétisme. C'est pas normal ça. Je vais vous raconter une blague que j'ai appris il y a quelques jours et qui est excellente. Il y a un juif qui veut s'acheter un perroquet. Il va au marché aux oiseaux. Il rentre dans une boutique, il voit un perroquet magnifique, multicolore. C'est moi, il coûte 2000 €. Il dit, c'est quoi ça? Il va avoir le mandat. Il dit, c'est quoi ce prix? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce perroquet? Il dit, ce perroquet, il connaît tous les Talmuds par cœur. Ah bon? Il sort, il va à une autre boutique, il voit un perroquet qui vaut 3000 €. C'est quoi ces prodiges? Ah, ce perroquet, il connaît les Talmuds et les commentaires. Tous les commentaires par cœur. Il continue son périple, il voit un perroquet, mais alors là, vraiment très beau. 10 000 €. Il dit, attendez, là, c'est l'arnaque, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il sait de plus que les deux autres? Le vendeur dit, écoutez, honnêtement, je ne sais pas. Mais les deux autres, ils l'appellent Rabbi. Lui, c'est le chef de la yeshiva, ouais. Alors, évidemment, quand je suis arrivé ici en 84, donc je participais, enfin, je suivais des cours, des séminaires à la Sorbonne, et j'agissais, disons, selon les habitudes que j'avais acquises à Jérusalem, à savoir que c'est un dialogue avec le professeur. C'est-à-dire que vous posez des questions et vous, au point de poser des cols au professeur. Hein? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais le seul à le faire. C'est-à-dire, ou l'un des seuls, on ne va pas dire le seul, mais je vais dire que ça ne se fait pas de mettre en doute la parole du peuple, parce que c'est le professeur, c'est le chef, justement, on ne peut pas le contester. Mais si, justement, c'est-à-dire, c'est ça qui est bien dans le monde des yeshivas, c'est qu'on est là pour contester, pas dans le mauvais sens, pas pour contester la personnalité, mais pour, disons, proposer une autre vision, et voyons comment il va défendre son point de vue vis-à-vis de cette autre possibilité. Ou alors, peut-être qu'on va arriver à un compromis, ou alors peut-être que le point de vue que je présentais, en effet, est plus valable. On ne peut pas étudier tout seul. Il y a toujours, on dit, o chavuta o mituta, c'est-à-dire ou bien la compagnie ou bien la mort. Vous n'êtes pas tout seul au monde, et même les plus grands sages au monde, Socrate, il n'est pas... Et je ne dis pas Socrate par hasard, parce que Socrate, c'était la maïotique, Et là, je crois qu'il a compris quelque chose. Il y a c'est-à-dire, c'est très important qu'il y ait un dialogue, ou les dialogues de Platon. C'est pas pour rien que ce sont des dialogues. Ils ont compris, les Grecs aussi, l'importance du dialogue. Parce que le dialogue, c'est une forme de socialisation. On n'est pas... Nul n'est seul dans une île. On n'est soi-même que par rapport à un autre qui n'est pas soi-même.
Et on est, comment dire, notre, ça c'est une banalité, notre liberté se termine là où commence celui de l'autre. On ne peut pas anéantir l'autre. Les réseaux sociaux, ainsi de suite, ça montre que notre besoin premier est celui du contact. Non, c'est ça. On a une envie folle d'être en contact, c'est ça. Et bon, somme toute, j'aime mieux ça que la solitude de celui qui prétend être un ermite ou un sage ou un moine. C'est terrible pour moi. Je suis croyant et donc je ne crois pas au hasard. Toujours est-il que bientôt mon fils va faire sa bar mitzvah, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la majorité religieuse. Et alors, dans sa, je crois qu'on dit son péricope, hein, tu vas lire dans le synagogue, il y a l'histoire d'une, en hébreu on dit nazir. Qu'est-ce que nazir? Nazir, on nous dit, le texte, il nous dit, il doit prononcer un vœu, mais ce vœu, il est circonscrit dans le temps. Dans le cas présent, il est aussi circoncis dans le temps, mais bon, il est circonscrit dans le temps. Ensuite, il implique qu'il ne doit pas... Alors, très important, il s'applique à l'homme et à la femme, pareil. Un homme ou une femme peut faire... Il ne doit pas couper ses cheveux, et il ne doit pas boire du vin, ni approcher la vigne, rien, hein. Il n'est pas approcher l'alcool en clair. Et troisièmement, il ne doit pas approcher le mort, c'est-à-dire il ne doit pas être contaminé par l'impureté d'un mort qui est, comme tout le monde le sait, une matière pourrie, enfin bon. Hein? Bon. Mais il n'est jamais dit nulle part qu'il doit s'éloigner de la race humaine ou de ses semblables, d'une part. Donc il ne doit absolument pas être un anachorète. Et il n'est pas dit non plus qu'ils doivent s'abstenir des rapports naturels, y compris des rapports conjugaux ou des rapports sexuels ou tout ce qu'on veut. Autrement dit, il y a des choses qui sont de la nature de l'homme que cet homme-là ou cette femme-là ne peut pas s'imposer et des besoins qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas ne pas satisfaire. Et ça, c'est pour moi capital. C'est-à-dire qu'il y a que les liens humains et les liens naturels qui nous unissent à nos semblables et qui nous unissent de façon encore plus, comment dirais-je, a fortiori, à plus forte raison, à nos semblables du sexe opposé, ne sont pas du domaine de la... C'est pas négociable, ça. Ce n'est pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas s'imposer parce que cela va à l'encontre de notre nature. Et notre nature, elle est une nature de contact. Et c'est ça que... Voilà. Alors, que dans d'autres religions, il y ait des anachorètes, des ermites, des moines, de toutes sortes de bonzes, tout ce qu'on veut, c'est tant mieux pour eux. Mais on voit ce que ça génère, et moi, ça ne me fait pas envie du tout. Hein. Ça, voilà. Je préfère des choses normales, avec des gens normaux. S'il veut, si elle, ou lui, ou elle veut, disons, s'imposer certaines restrictions, pourquoi pas, d'accord, hein. Mais dans le judaïsme, en tout cas, c'est interdit. C'est-à-dire, comment dirais-je, l'abstention de certaines choses est interdite. Les concepts même de théologie ne s'appliquent pas au judaïsme. On n'étudie pas Dieu. Hein. Ça n'est pas à notre portée s'il existe. Et puis s'il n'existait pas, c'est encore mieux. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est encore plus clair. Donc, il n'y a pas de théologie juive. Hein, c'est tout. L'homme passe avant. Alors il est vrai qu'on a besoin de Dieu pour nous... Alors je ne sais pas, je me tâte, est-ce que c'est un échafaudage ou ça fait partie de la structure? Bon, j'imagine que ça fait partie de la structure. Mais sinon, même comme échafaudage, c'est bien, ça nous permet de grimper, de rajouter des étages et puis d'être bien... Bon. Toujours est-il que ça me plaît déjà.
Puis d'autre part, ça me plaît que les gens doivent toujours interpréter les textes. C'est-à-dire, il n'y a pas une lecture canonique valable pour à tout jamais, mais il y a des lectures possibles. Et même un kidam comme moi peut, disons, apporter sa pierre à l'édifice. Chacun a une contribution, quoi. C'est-à-dire, le lecteur fait partie du texte autant que le texte lui-même. C'est pour ça qu'à mon avis, on ne peut pas parler d'écriture, mais de lecture. En tout cas, d'écriture et de lecture. L'écriture, elle n'est opératoire que du moment où il y a une lecture. Et la lecture, elle est individuelle, elle est... Chacun lit à sa façon. Bon, et ça, même le plus grand apostat, le plus grand méchant, quoi que ce soit, au moment où il décide de se prendre en charge, on l'accepte. Et on ne va pas vérifier, on ne va pas, je veux dire, lui faire les procès de sa vie précédente. Il a voulu, disons, vivre autrement, être autrement, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça permet aux gens de, justement, de devenir meilleurs, quoi. En tout cas, de devenir meilleurs pour eux. Si lui, il croit que c'est comme ça qu'il est meilleur, et ben c'est bien. Tout ce qui est interdit, bon, c'est pas plus mal. C'est-à-dire, il faut quand même une... Ça ne me dérange pas qu'on puisse pas manger du porc ou des crustacés ou d'autres choses. Bon, tout en sachant que si ça m'est arrivé, moi aussi, c'est comme mes enfants sont nés, que je suis devenu un peu plus disons, attaché à ces principes, parce que je vais transmettre ça. Parce que je veux que mes enfants, ils aient un endroit ou un comportement où ils pourront revenir. D'abord, évidemment, comme tout le monde, ils feront la révolution et la rébellion, tout ce qu'on veut. Ils mangeront ce qu'ils voudront, ils coucheront avec qui ils veulent, et ils boiront ce qu'ils veulent, tout et tout. Mais à un moment donné, quand ils seront plus grands, ils diront, bon, allez, on va faire comme papa. Donc il faut leur donner comme une bouée de sauvetage pour la vie, et c'est ça la bouée de sauvetage. Après, ils peuvent nager aussi loin qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils ont ces trucs-là, c'est moi. Et donc je suis content que mes enfants aillent à l'école juive parce que ça, c'est-à-dire il y a un contenu, je veux dire, il n'y a pas que l'ossature, mais il y a aussi un corps autour, quoi. C'est clair que ces gens-là ont l'ossature. Ils réagissent en tant que juifs. Ils sont, même s'ils mangent du cochon, je ne sais quoi, je m'en fous, mais ils ont une façon de voir le monde et se voir eux-mêmes qui est complètement juive. Alors ça, je crois que la France est allée un peu trop loin. Et là, du coup, mon copain, là, Jorge Bergoglio, qui actuellement s'appelle François, le pape François. Alors lui, il dit que la France est allée trop loin dans la laïcité. Peut-être qu'il n'a pas tort, c'est-à-dire que la laïcité n'est pas une religion. Mais j'ai l'impression qu'ici on la pratique comme une religion. C'est-à-dire qu'ici on la... C'est-à-dire on va... Tu vas voir, on va te convaincre, on va t'expliquer. On peut dire beaucoup de choses à propos des États-Unis, mais peut-être qu'ils n'ont pas tort dans leur rapport à la religion. C'est-à-dire que chacun peut vivre sa religion comme il veut. Et je crois qu'ici, en France, il y a beaucoup de non-dits. Hein, c'est ça, il y a beaucoup de non-dits. Et ça, c'est parce que entre l'ascension et l'assomption et la chose là, tout ça, c'est pas un pays laïque, ça, c'est un pays très catholique, au fond. Je n'ai rien contre, mais qu'ils le disent, qu'ils l'assument. C'est normal, c'est pas le problème. À tort ou à raison, la religion, ou en tout cas l'aspiration, disons, à connaître l'au-delà, pour autant qu'il y en ait un, mais ça nous console de la mort, ça nous console de la finitude, quoi. Alors on imagine qu'il y a un au-delà, peut-être qu'il n'y en a pas, on ne sait pas. Mais il faudrait assumer ce besoin de l'au-delà. Et donc si la République, ou je ne sais qui, ou la France,
C'est-à-dire, il acceptait ce besoin que nous avons de ça, y compris eux-mêmes les catholiques. Alors, tout le monde serait plus serein, tout le monde serait plus cool avec ça, quoi. Qu'est-ce que je m'en fous s'il prie 5 fois par jour, ça ne me dérange pas, moi. Moi, je ne veux pas qu'il tue les autres, c'est tout, mais s'il se prosterne, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je m'en fous qu'il se prosterne. Si ça lui permet de vivre sa religion, et il est content. C'est-à-dire, quand on mélange la religion avec les politiques, c'est pas bon. C'est pas bon, et c'est pas... Parce que là, on instrumentalise la religion pour prendre le pouvoir. Ça, c'est pas bon. Et là, du coup, je ne suis pas d'accord. Là, la République, elle doit sévir. Quand j'étais petit, donc on est arrivé en Israël, ainsi de suite, donc il a fallu que je fasse des traductions, parce que bon, mon père faisait ses études, et les gens lui adressaient des traductions juridiques à faire, et lui, bien sûr, il acceptait, mais il ne savait pas un mot d'hébreu, un traitement, rien. Donc il se battait tous les jours avec les textes juridiques en hébreu, mais il était absolument incapable de traduire quoi que ce soit, dans quel sens que ce fût. Donc oui, c'est comme ça. Et alors, les traducteurs, c'était moi, qui avait 10 ans, quoi, 10, 11 ans, comme ça. Oui. Et alors, donc, j'ai commencé la traduction à cet âge-là. Et déjà, il faut traduire pour ses parents. Comment on dit un verre, comment on dit une tasse, ou que veut dire ce mot, toute la journée, 500 000 fois par jour. Et après, il faut traduire des documents, des actes de mariage, de divorce, des statuts de société, des trucs, des certificats, des attestations, relever des normes. Alors, après que j'ai fini mon service militaire, alors j'ai dit à 21 ans, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, écoute, dis-moi, à ton avis, qu'est-ce que je devrais faire, moi, où je devrais m'orienter de façon professionnelle. Elle me dit, écoute, tu as 21 ans et tu as déjà 10 ans d'expérience comme traducteur. Alors donc, c'est clair, enfin, ça serait bien que tu fasses quelque chose dans les langues. C'est tout désigné, quoi. Donc, j'ai fait ça, voilà. Et alors, je suis allé étudier la linguistique et l'hébreu au niveau universitaire pour devenir un meilleur traducteur. Mon objectif, c'est que ma théorie soit reconnue et que je sois, enfin parce que ça c'est, au fond c'est pas moi qui importe dans ce contexte, c'est vraiment mon travail. C'est plus important que moi, c'est-à-dire que bon, moi je vais disparaître, mais ça j'espère que ça va rester. Et je crois, j'ai la faiblesse de croire que c'est un bon modèle. Le langage a peut-être vraiment émergé comme ça et vraiment, à mon avis, il fonctionne comme ça. Cette théorie, mais j'y pense tous les jours et puis je l'étaye tous les jours, au fond. Et il y a des nouvelles publications qui sortent et qui la corroborent. Beaucoup de données, des faits, quoi, des faits linguistiques, c'est-à-dire des faits de syntaxe, de morphologie, phonologie, pragmatique, des faits de paléontologie, comme Yves Coppens, des faits de biologie, des faits d'anatomie, physiologie, génétique du cerveau qui est lui-même un organe complexe, dont les sous-organes, dont les membres différents ont une histoire différente et très importante au niveau de l'évolution. Je me sens, voilà, je vais être vraiment immodeste au possible, mais au fond, Darwin. Et pour moi, Darwin, c'est un copain, je veux dire, il a compris des choses comme moi aussi j'ai compris. On échange. Il est mort, d'accord, mais son esprit est là, on parle. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, un immense biologiste français. Les Français, ils ne reconnaissent pas à sa juste valeur. Lamarck, c'est un grand monsieur. D'autre part, mon objectif, c'est de trouver ma sérénité, c'est-à-dire de trouver la sérénité dans le sens où être en paix avec moi-même, avec mes émotions, mes désirs, mes souvenirs, mes multiples identités,
ou mon identité multiple plutôt. Et voilà, et donc m'accepter comme je suis, et me faire accepter comme je suis, c'est pas mal comme projet.